Mais ce qu'on souhaitait faire, là, c'est prendre un moment, c'est pas complet. Vous avez vous-même peut-être des éléments de cette histoire-là. Vous avez peut-être, comme je disais tout à l'heure, si vous dites « Ah, mais j'ai pas de date, j'ai pas un document X qui pour moi est fondamental, mais j'ai une impression que depuis 10 ans, depuis 20 ans, me semble dans les années 60, quand j'ai commencé dans les années 70, c'était comme ci, c'était comme ça. » Ça fait partie de l'histoire. Là, on regarde à partir de maintenant vers hier. Et vous avez deux micros. Malheureusement, je vous invite à vous déplacer parce que c'est surtout pour la captation vidéo pour qu'on puisse vous entendre et faire les actes par après. Sinon, on ne vous entendra pas à voix haute. Mais vous voyez là, c'est un moment de partage, des dates, des événements. Moi-même, je ne dois pas quitter le micro, j'imagine. Dates, événements et tout ça. Puis on ouvre le plancher. Vous pouvez vous présenter parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'ICA pour la première fois, donc peut-être que peu de monde se connaissent, donc présentez-vous. Mon nom est Flavie Achard. Je me suis occupée de... Je suis une enseignante retraitée du collégial, mais j'ai été dans les dossiers d'éducation depuis beaucoup d'années. Mais ce que je voudrais relever, c'est la commission Jean. Oui. Alors, je me rappelle, moi, j'ai fait beaucoup de syndicalisme et à la CSN, on a préparé, je ne sais pas comment fonctionnait la commission Jean, je ne me rappelle pas, mais je me souviens d'un certain nombre de débats organisés en préparation du rapport, je pense, de la commission Jean. C'était les années 79-80, je crois. Alors, ça, en tout cas, la CSN, c'était drôlement important de tout ce débat-là, de l'éducation des adultes, du droit des adultes à la formation, pas juste la formation professionnelle, la formation large. Et je vais me permettre, dans ton portrait, il me semble qu'il faudrait faire ressortir le rôle des religieux. Oui. le lien, tu sais, comme si on n'a pas eu de... si le ministre de l'Éducation n'a duré que 3 ans au départ, je pense que c'est l'Église qui a fait les pressions pour enlever ça. Là. Il y avait tellement peur de se faire voler leur fief. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est les anglophones, McGill, Concordia. Il me semble que la question de l'éducation, faudrait voir aussi comment les francophones ont eu des retards par rapport aux anglophones. Alors, voilà. Pour la petite histoire, là, la commission Jean, une importante commission qui a été mise sur pied en 80, qui a déposé un rapport en 82, donc commandé par le gouvernement. Une de nos rapporteuses est Mme Jean, qui est avec nous, je l'ai vue du coin d'œil dans le fond de la salle, donc qui... pour faire le lien avec cet important moment, qui a un peu chapeauté. Le rapport de la commission Jean est encore une vision, moi je dis souvent, c'est la Bible de l'éducation des adultes, là, ça le reste toujours, la vision humaniste, mais qui chapeautait un peu une évolution des années 40, 50, 60, 70. Le projet éducatif d'éducation des adultes de ces générations-là a été bien capté par le rapport de la commission Jean. Et si vous vous intéressez à l'histoire de l'éducation des adultes, c'est rare qu'on voit ça, une commission qui a fait un rapport sur l'histoire, un fascicule sur l'histoire, qui va jusqu'au début 80 avec un chapitre sur l'éducation, les femmes, le coopératif, syndical, formation professionnelle, il y a des chapitres par secteur. Ça reste je cherche beaucoup de livres sur l'histoire de l'éducation des adultes, ça reste un des principaux documents qui mériterait vraiment d'être mis à jour 80 et plus, là, à un moment donné. Autre intervention? Vous pouvez, quand vous avez débuté, à quoi ressemblait l'éducation des adultes quand vous avez débuté? Je vois qu'il y a plusieurs générations là, en balayant la salle. Quand vous avez débuté en éducation des adultes, à quoi ressemblait l'éducation des adultes? C'était fou. C'était fou. Moi, je ferai un parallèle avec les États généraux de 95 puis la politique de 2002. Ouais. Je pense que c'est important de voir que ça a amené une réflexion très, très large qui a touché aussi l'éducation des adultes, puis qui a amené la politique après. Donc, ouais. Je me souviens pas de... Je le regarde parce qu'on travaille ensemble. La disparition de l'éducation populaire dans les commissions scolaires. Début 90. C'est ça. Ouais. Ça, c'était assez marquant. Ouais. Moi, j'étais dans un centre d'éducation des adultes, puis je trouve que c'était une erreur importante. Vraiment important.
Le cycle des États généraux est important et Pierre référait à la réflexion qu'on a eue sur une nouvelle politique d'éducation des adultes parce que le débat avait surtout été autour de beaucoup d'enjeux touchés aux jeunes et le mouvement d'éducation des adultes a levé la main en disant nous existons, il y a aussi. Et si vous relisez les États généraux, la recommandation, c'est qu'il y ait une politique d'éducation des adultes. Donc, il y a un petit peu, on dit oui, mais on pelte vers l'avant. Et la réforme prend le virage succès qui a implanté l'après. Ils sont allés des maternelles, l'école montréalaise, etc. Puis il y avait un dernier chantier qui était une politique d'éducation des adultes qui avait commencé en 98. Là, ceux qui étaient là, il y a eu 3 grandes consultations, 3 documents, etc. Et à un moment donné, en 2002, il y a eu une politique d'éducation des adultes qui a été, c'est important de le souligner, là, de 95 à 2002. Il y a tout un cycle sous l'effet d'une commande gouvernementale, d'un leadership gouvernemental, puis le mouvement a réagi, puis a travaillé à l'intérieur de... Quand j'ai commencé à lycée en 2000, on me disait « Prépare-toi vite, il y a un mémoire sur la politique d'éducation des adultes qui s'en vient. » C'était très central pour la vie lycéa puis de plusieurs groupes. Puis là, la politique a existé depuis 2002. Il y a comme un chapitre, entre guillemets, de l'action gouvernementale qui s'est fermée. Là, on est dans l'après ça. Une dernière chose aussi que je trouve importante, je ne pourrais pas situer les années là, précises, mais il y a eu, suite à justement une réflexion sur l'éducation populaire, la nouvelle politique, s'en aller vers de nouveaux lieux de formation, etc., de bons liens entre les commissions scolaires et des groupes de formation communautaire. Dans certaines régions, c'est pas vrai partout nécessairement, là, puis ça s'est fait aussi de façon des fois inégale, mais je trouve que c'est quelque chose qui est porteur, puis c'est peut-être une voie, ça. C'est de penser à unir, en fait, les gens qui travaillent à l'éducation. Puis aussi, une dernière chose, vraiment une dernière, c'est que porter peut-être une attention particulière sur l'évaluation de ce que les gens apprennent. Il me semble que c'est important qu'on puisse savoir, parce que si on dit il y a 44 des gens qui auraient un niveau 3, 4, 5 de littératie, il y en aura donc plus que 50 qui ne l'ont pas. Moi, avec tout le travail qui se fait, il me semble qu'on devrait être capable de mesurer mieux les choses, savoir ce que les gens apprennent, ce qu'ils peuvent intégrer dans leur vie. Voyez-vous? Puis je trouve qu'on ne le fait pas, ça. Puis il y a beaucoup quand même d'argent, mais on dirait qu'on ne porte pas attention à ça. Ça monte une trame, hein, parce qu'après les années 60, le travail a été sur installer l'éducation de masse, les écoles, les polyvalentes. On a travaillé sur le béton, sur créer le système. Puis là, on voit depuis Puis on parlait du droit à l'accès. Puis là, on a commencé à parler du droit à la qualité. Un coup que tout ça est là, comment on travaille à l'interne. Puis là, ça se déplace, bien, le droit aussi à la réussite. Donc, comment, après avoir installé un système, faire que c'est de qualité à l'intérieur, que les gens qui en sortent apprennent. Il y a un déplacement. Et de nos jours, parler d'éducation inclusive, c'est aussi un mot valise, là, un buzzword pour essayer de dire, au-delà, avoir 30, 35, 40 ou un groupe de personnes qui rentrent dans le système, est-ce qu'on est capable? Mais cette histoire-là, de l'évolution des politiques, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui travaille sur l'évaluation, un chercheur universitaire sur l'histoire des techniques d'évaluation au postsecondaire, puis à l'éducation des adultes. Il y en a beaucoup qui travaillent dans le concret. Oui. Là-dessus, je pourrais en parler longtemps. Quand je disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs générations, ceux qui se sentent plus jeunes, ce que vous voyez depuis 10 ans font partie de l'histoire de l'éducation des adultes. Moi, je suis arrivé, il y a 10 ans, dans le milieu, je voyais les autres qui faisaient ça, puis moi, je trouvais que c'est peut-être ça, je vois pas ça comme ça, puis là, je me dis, ben pourquoi pas faire différemment. C'est dans le passé, ça, il y a 10 ans, là, c'est pas demain. Ça fait partie, ce côté sentiment-là, ce côté, je rentre dans un univers, puis ma réaction, elle est riche d'histoire aussi sur ce qui se passe dans ces milieux-là, puis comment vous amenez peut-être une vision différente des choses. Oui. Yves Otis, membre du Comité de politique d'éducation des adultes, puis consultant en technopédagogie et données. J'ai bien fait ça? Je me suis présenté. Très bien. Bonjour. Enchanté, ceux que je ne connais pas. Moi, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit « Les cultivateurs ont créé des cercles agricoles pour parler de nouvelles technologies ». À l'époque. Moi, j'aimerais parler des grands médias, de médias comme Télé-Québec, puis des radios communautaires qui ont joué un rôle dans l'éducation populaire. Puis j'aimerais vous rappeler un souvenir, puis c'est très intentionnel. Qui se souvient d'Octogiciel? Ou Octopus? Octogiciel, avec Lise Payette, à Télé-Québec.
on parlait de nouvelles technologies, on montrait des ordinateurs, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec les ordinateurs. Moi, je pense que dans cette histoire-là, il y a une présence des grands médias. On a vu dans les journaux, et puis il y a eu des moments, une grande période dans les années 80-90, avant les grandes coupures dont on évoquait tantôt, mais on peut être négatif quand ça a été coupé, mais il y a eu cette belle période-là où il y a eu vraiment beaucoup d'éducation qui se faisait par des grands médias. Oui. C'est intéressant de soulever Télé-Québec parce que Télé-Québec a une mission éducative, là toujours, et il y a beaucoup de matériel éducatif au-delà des émissions là, sur le site Web. Et aussi, tout au tournant des années 70, je ne sais pas le détail de tout ça, mais je me souviens d'avoir lu des trucs sur TVEC, des initiatives du ministère qui travaillaient sur l'utilisation des médias à l'époque. Le rétroprojecteur a fait place au PowerPoint à un moment donné, là, mais cette réflexion... Et même dans le rapport parent, il y a un chapitre sur l'éducation permanente, qui n'est pas le chapitre qui a eu la plus grande publicité, mais on voit dedans comment tenir compte des technologies, les mots d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, là, mais l'immigration, la technologie, etc., ces variables-là sont dans le rapport, avec un langage de l'époque, qui sont notre cadre d'aujourd'hui, mais avec tout est plus compliqué, plus complexe et compliqué. Oui. Je grandis pas avec le temps. Isabelline Ortubé, Centrale des syndicats du Québec. Je viens souvent au micro, puis ça s'arrange pas, ça m'énerve toujours. Je veux faire du pouce sur ce que Robert disait. Quand la politique gouvernementale, l'éducation des adultes, il y a un fait qui a été marquant, c'était en 2001. À l'époque, c'était le ministre de l'Éducation, ministre d'État à l'Éducation et à la Jeunesse. Et pendant quelques mois, M. Landry, qui est alors premier ministre, a fait un mini-remaniement. Et le ministre d'État à l'Éducation a perdu la jeunesse et a gagné l'emploi pour à peu près 5-6 mois. Pour ne pas le nommer, le ministre de l'époque. Le premier ministre d'aujourd'hui. Mais ça a été marquant parce que je pense que la politique ne serait pas sortie si ça ne s'était pas fait. Parce que ça a permis de mettre l'emploi, malheureusement, peut-être d'une certaine façon, parce que ça a fait que la politique a été très marquée par l'emploi, mais de mettre ces deux grands ministères-là ensemble et les faire travailler. Parce que tant que ça serait resté ministre de l'Éducation, je pense, parce que ça a traîné pendant 3 ans, hein, tu l'as dit, il y a eu 3 consultations. Et je pense que c'est un fait marquant. Et on n'a jamais vu ça après ni avant, parce que c'est 2 ministères qui s'entrechoquent. Et c'est ça. Donc, c'était vraiment quelque chose de marquant dans l'histoire de l'éducation qu'un même ministre ait l'emploi et l'éducation, parce que anciennement, il y a des ministres qui s'écrivaient des lettres de bêtises, là. On peut retrouver ça des archives. Je pense que c'était Claude Ryan, puis c'était... il finissait par O, son nom, là. Bien, ces 2 ministres-là s'engueulaient, là. Ministre de l'Emploi puis ministre de l'Éducation libéraux. Alors, c'est important. L'histoire des relations entre nous tous. La Commission Jean a un chapitre complet sur le décloisonnement. Et des trucs que je lisais à l'ICA dans les années 70 qui m'intriguaient. Les gens de l'époque appelaient à une contre-révolution. Puis là, je me demandais de quelle contre-révolution parlions-nous. Et c'était l'entrée de l'État en éducation des adultes au moment de la réforme parents a étatisé beaucoup et a créé un acteur majeur. Et le communautaire, société civile, a été mis un peu en marge. Et ce qu'on référait à contre-révolution était de rééquilibrer les forces qui commençaient à se débalancer. Puis dans les années 80, décloisonnement, c'est-à-dire, ben, nous sommes beaucoup, tout le monde travaille un peu de son côté, chose que nous ne dirions pas aujourd'hui, j'imagine, que tout le monde travaille de son côté, qu'on a un problème de cloisonnement, mais on a quand même toute une histoire, c'était soulevé, une histoire de travailler ensemble, de pratiques dans les régions, etc., entre scolaires, communautaires, emploi, etc., bibliothèques. Cette histoire-là mériterait un jour d'être faite, l'innovation, du travailler ensemble d'un secteur à l'autre. Bonjour. Ah, ça résonne, hein? C'est une belle salle pour ça. Je suis Benoît Côté, je travaille à Québec avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale, de judiciarisation, d'itinérance et toutes sortes de choses qu'ils vivent. Et on en reparlera plus tard de cette population-là, mais ce qui m'a frappé dans ta présentation, que j'ai beaucoup aimé, c'est la question des bibliothèques. Le premier lieu d'exclusion de nos gens, c'est les bibliothèques. On intervient souvent dans les bibliothèques parce que, bon, tu peux cuver ton vin ou tes amphétamines ou je sais pas quoi. Mais c'est aussi un lieu où les gens lisent beaucoup. Quoi qu'on en pense, les gens, il fait chaud, on lit, on est bien. Et ça me rappelle que la question du droit à l'éducation, ça devrait être un déterminant de santé comme le logement, là. On se dirige, nous autres, vers quelque chose, ça pourrait être un slogan, peut-être.
C'est aussi important que le logement dans mon secteur, l'éducation. On a développé des choses dans ce sens-là. Mais tout ça pour dire que je reviens par en arrière parce que c'est le passé. Je me souviens, j'étais un ex-jeune, mais j'étais un ex qui remplissait les demandes des OVEP, les organismes volontaires d'éducation populaire. Ça dit des choses à des personnes. Je pense qu'on est au début, les OVEP, on est dans les années 80, je pense. Tout ça, ça s'est terminé dans les années 90. En même temps, je pense qu'on s'est professionnalisé beaucoup dans le domaine des organismes en santé mentale. On est allé vers des services plus réactifs, plus traditionnels, d'intervention de crise, de suivi d'intensité variable à l'ouette. Et c'est peut-être le moment dans l'histoire où on a fait créer une rupture avec l'éducation populaire. On a perdu cette dimension-là de vue et on y revient. On en reparlera tantôt dans l'avenir ou dans le moment présent. Mais je pense que c'est là qu'on a perdu quelque chose, moi, en ce qui me concerne. Un ex de la défense des droits aussi en santé mentale, je pense que je l'ai dit tantôt. Mais on avait ce souci-là de l'éducation politique. Vous avez parlé des patriotes. Je pense que c'est quelque chose vers lequel il faut retourner, c'est ce rôle d'éducation aux droits civiques, politiques de nos gens. Okay, merci. Sur le bout de droit à l'éducation, on utilise droit à l'éducation des adultes. Y a-t-il un droit à l'éducation des adultes, pas moral et philosophique et dans l'aspiration, mais légalement? Un moment important, c'était de lancer des dates tout le temps, en 1988, quand la loi sur l'instruction publique a été modifiée pour inclure la FGA, inclure l'éducation des adultes, le 16 ans et plus, l'article 2, puis les centres d'éducation des adultes, le régime pédagogique de l'éducation des adultes qui est arrivé un petit peu plus tard dans les années 90. Mais à partir de ce moment-là, l'obligation légale faite aux commissions scolaires puis à l'État pris dans son ensemble d'offrir des services de secondaire des adultes est enchâssée en loi. Il ne faut jamais oublier aussi que dans la Charte des droits et libertés, il y a le droit à l'instruction publique qui réfère à la loi sur l'instruction publique. Donc, il y a une couche plus droit humain fondamental qui est mis là. Pour le reste, il y a plusieurs lois qui touchent de près la loi du 1 % en formation de la main-d'œuvre, l'aide financière aux études. Il y a plusieurs lois qui touchent de près ou de loin aux adultes en formation, mais celle qui est plus clairement posée. Et la commission Jean aussi, pour y référer encore, demandait une loi cadre sur l'éducation des adultes. Donc, une loi plus omnibus qui toucherait l'ensemble des secteurs, culture, etc., dans une loi. Cette revendication-là pourrait rester pertinente aujourd'hui avec un argumentaire du 21e siècle. Oui, Sylvie Lemay, j'enseigne depuis très longtemps à l'éducation des adultes. Et on pourrait noter aussi le changement de fréquentation au niveau de l'éducation des adultes. C'est-à-dire qu'il y a belle lurette quand, au début, à un moment donné, il y avait une obligation pour ceux qui étaient en bas de 35 ans, qui recevaient des prestations d'aide sociale, de fréquenter les établissements scolaires. Et à un moment donné, ça a arrêté. Il y avait aussi, à un moment donné, le fait où un jeune de 16 ans ou qui quittait le secondaire devait absolument faire un an en dehors avant de réintégrer l'éducation des adultes. Ce n'est plus le cas présentement. Et maintenant, ce qu'on voit, il y a beaucoup... il y a vraiment là, une baisse à l'éducation des adultes. Fait que là, je m'interrogeais le pourquoi. Et là, je vois, il y a des choses qui, peut-être, est-ce que c'est dû à la réforme au niveau du secteur jeune qui fait en sorte que les gens ne redoublent plus et passent et on se questionne. Alors, mais il faut aussi regarder le passé. Alors, voyez-vous, le fait qu'avant 35 ans, il devait, quand il recevait des prestations, il y avait un supplément pour venir à l'école. Fait que ça n'existe plus comme autant le 1 an, là, parce que souvent, ils arrivent puis ils sont pas plus motivés. Tandis que quand il faisait 1 an sur le marché du travail, ils voyaient ce que c'était, ou bien 1 an à l'arrêt, bien là, il revenait puis il était plus motivé que maintenant. Il y en aurait toute une boîte à vider, à regarder comment les critères, les mesures dans les politiques ou dans les programmes du 16-30 ans au 25 et moins, au 16 et 20, au 16-19, comment tout ce jeu-là sur 20-30 ans affecte la participation ou donne une impulsion ou oriente en faveur d'un groupe, en défaveur d'un autre groupe. Il y en aurait vraiment beaucoup d'entre vous qui vivez face à des formulaires. Voyez cette histoire-là
S'il y avait un étudiant un jour de doctorat qui se tentait de faire l'histoire des formulaires sur 40 ans, là, un travail de moine, mais qui serait probablement très éclairant pour ça. Puis là, on voit aussi des fois beaucoup d'abandon parce que là, avec le renouveau, il y en a qui trouvent ça plus difficile et tout. Alors, il y a comme une baisse présentement. Oui. On a encore une vingtaine de minutes. Soyez à l'aise là, si vous cherchez dans votre mémoire ou dans un vieux document que vous aviez lu il y a 5 ans. Là. Serge Gagné, j'ai travaillé dans un centre d'éducation aux adultes 30 ans, mais particulièrement depuis le régime pédagogique de 1994, le premier régime aux adultes, avec les groupes communautaires. Pourquoi? Parce que le directeur du centre, en 1994, qui était là, il avait géré la taille du centre Louis-Joliette à Québec, là, qui est de l'ordre de quoi? 1200, l'équivalent de 1200 étudiants à temps plein. Il avait géré ça en éducation populaire dans les années 70 et 80. Tout ça est disparu. Puis moi, j'aime l'aspect historique, tout le monde devrait la connaître, parce que on se rend compte que plus d'éducation populaire, puis arrivent les 4 mesures de Pauline Marois en 84, dont le rattrapage scolaire, sur lequel on roule encore jusqu'à un certain point. Les gens choisissaient majoritairement ça. Pourquoi? La théorie du secondaire 5, avec raison. Mais finalement, les centres aux adultes ont été des centres de scolarisation. La culture générale a perdu sa place aussi par rapport à ce que suscitait le rapport parent. C'est que faire ton secondaire 5, tu dis, je vais faire du français, je vais faire de l'anglais, je vais faire des maths, puis je vais avoir les préalables. Puis là, il y a une intention par rapport à l'employabilité essentiellement. Alors, la citoyenneté, le consommateur, ils sont pas là. Donc, il y a une perte énorme. Puis on dirait que là, l'éducation populaire, on essaie d'en reparler, il n'y a pas d'argent. Ça a l'air subversif. Alors que votre historique démontre que c'est de tout temps. Alors, je trouve que c'est un axe fondamental à C'est subversif dans sa durée. Oui, justement. Mais il n'y a pas grand monde qui sait ça. Alors, dans ce sens-là, puis le milieu communautaire, on dit, mais s'il y a un lieu où là, il devrait être sur le terrain de l'éducation, c'est bien le milieu communautaire parce que on s'est fait prendre là-dedans aussi dans individualiser tout. T'as pas ton secondaire 5, alors là, ça devient un problème individuel. T'as pas encore d'emploi. Dans les années 80, là, quand il a commencé le rattrapage scolaire, il y avait possibilité de stage aussi et tout ça. Personne ne travaillait chez les jeunes. C'était suite à la crise de 81. Alors, t'as l'air de rien, comme si t'étais pas un sujet. Tout le monde est devenu des objets. Jusqu'à temps que nous, on a commencé à travailler avec des jeunes mères, chefs de famille monoparentales, tu dis, elle n'est rien, jusqu'à temps qu'elle va être employable. C'est là que tu vois la contradiction de façon évidente. Alors, la citoyenneté, puis l'autre chose historiquement, que puis personne n'en parle, c'est l'instauration de la formation de base commune 2007. Qui enseigne ça dans l'éducation des adultes? Les rôles sociaux. Encore là, tous des nouveaux programmes, tout le monde s'est tiré, il faut faire du français, il faut faire des maths avec ça, il faut faire de l'informatique. Mais les rôles sociaux, les contenus sur la consommation, l'environnement, la citoyenneté de façon générale, le travailleur aussi, et la personne et ses proches. Mais la personne et ses proches, il n'est pas là le problème. Tout le monde psychologise tout le monde dans tous les milieux. Il faut passer de la psychopédagogie. C'est correct qu'elle soit là, mais la sociopédagogie n'est pas là, est disparue totalement. Alors que le rapport parent, dans le fond, parlait d'une culture générale importante, nécessaire. Puis là, on voit que les patriotes le faisaient avec raison, puisqu'on c'est peut-être ceux qu'on connaît le mieux, mais avant puis après, etc. Alors, il me semble qu'il y a un équilibre à refaire. Puis il y a une reconnaissance des milieux communautaires importante parce qu'on dit diversifier les contextes de formation dans la politique de 2002. Ils ne sont pas encore très diversifiés. Puis si on veut jouer au corporatisme, on va dire que le milieu communautaire ne peut pas transmettre, ne peut pas former parce qu'il n'y a pas de permis d'enseignement. Alors que tout le monde qui est rentré avec les rattrapages scolaires, dans les années 80, j'en suis, il n'y avait pas grand monde qui avait des permis d'enseignement. Je cherchais des gens pour enseigner français, anglais, maths, etc.
On serait encore en train d'attendre. J'ai rien contre le permis d'enseignement, mais pour animer, accompagner, les formations que les gens ont en milieu communautaire sont beaucoup... je dirais qu'il y aurait une fusion à faire entre se préparer à enseigner et se préparer à accompagner, que connaissent bien les gens qui sont travailleurs sociaux, etc., versus la formation traditionnelle pour enseigner comme telle. La crise économique du début 80 a vraiment eu un impact colossal sur beaucoup de politique en général, mais en éducation des adultes et sur la vision de l'éducation, comment l'État s'est repositionné. Et on vit encore les contre-coups de ça et on tente encore d'aller contre les effets pervers de tout ça. C'est dans le présent, mais même si ça fait quand même quelques décennies, là, mais ça reste... tous ceux qui lisent, juste entre le rapport Jean et la réponse gouvernementale, ça résume, ou plus centré sur l'emploi, le chômage, l'employabilité, la formation de la main-d'œuvre. Mais il y a quelque chose qui s'est passé là qui résonne encore jusqu'à aujourd'hui. Merci. Merci. Oui, bonjour. Michel Jean. Il y a des gens qui me demandent si je suis le rapport Jean. Je ne suis pas le rapport, là, mais j'y ai contribué. Disons que tout ce que j'entends, c'est musique à mes oreilles. Là, je suis historienne de formation. Juste une petite anecdote. Quand j'ai proposé au commissaire de faire l'histoire de l'éducation des adultes, lui, il n'était pas très enthousiaste. L'histoire, tu sais, ils ont des souvenirs scolaires de l'histoire, des dates, ça va être plate. Mais finalement, on l'a fait. Et puis, ils ont beaucoup aimé ça parce que, comme a dit quelqu'un, l'histoire, c'est le passé vu à la lumière du présent. Alors, moi, je suis très contente que vous parliez de ça ce matin. Il y a quelqu'un qui a dit « L'histoire est une vérité complexe, devenue un mensonge simple. Donc, il faut défaire les mythes, il faut défaire les mensonges. » Petite chose pour les... c'était très bien ce que monsieur avant moi a dit, là, je suis d'accord avec tout ça. Une chose qui dans le rapport, on avait fait beaucoup sur l'éducation non formelle, l'éducation populaire, la loi cadre et tout ça. Et ce qui m'avait déçu à l'époque, dans la politique proposée 2 ans après la sortie du rapport, soit en 84, je trouvais que la partie sur l'éducation populaire était faible, affaiblie par rapport à ce qu'on avait dit dans le rapport. À ce moment-là, comme vous savez, je suis allée travailler au ministère de la Main-d'œuvre avec Pauline Marois. Et les 3 fameuses mesures, c'est là qu'on les a mis en place. Les stages, retour aux études, puis travail communautaire, je crois. Et ça a été très difficile, parce qu'il y a beaucoup de syndicats qui étaient contre ça, ni plus ni moins qu'obliger les gens à faire un retour aux études, à faire... Et moi, je trouvais que c'était une opportunité fantastique. Et j'avais rencontré des jeunes à qui j'avais dit, écoutez, si vous êtes contre ça, ça va disparaître. Parce que les ministres, après j'ai travaillé dans les ministères, les ministres, ils vont dire, bien, c'est quoi ces mesures-là qui coûtent, je sais pas, une couple de millions, puis tout le monde haït ça. J'ai dit, il faut plutôt travailler à voir comment on peut les améliorer. Parce que j'ai bien de la misère. Puis j'ai un de mes petits-fils dans le moment qui suit un programme offert par Emploi Québec pour initier au travail et tout ça. Et je pense que ça va peut-être le sortir d'avoir laissé le cégep et tout ça. Et même s'il y a une contrainte au début, si la démarche est bien faite, l'encadrement, le plan, tout ce que vous voulez, je trouve que c'est utile. Enfin bon. L'autre point que je voudrais faire, c'est sur les femmes, évidemment. On a fait, probablement certains d'entre vous le savent, l'histoire d'Idola Saint-Jean, qui est parue au mois d'octobre l'année passée, avec Marie Lavigne, j'ai fait ça. Et là-dedans, on a découvert que la force que ça a été, la fondation de la radio dans les années 20 et 30, ça a été une énorme force. Elle a fait des tonnes de discours à la radio, comme d'autres d'ailleurs, pour inciter les femmes à développer leur fibre citoyenne, à voter et tout ça. Puis ça allait partout dans toutes les régions. Et c'était une formidable éducatrice d'adultes. Alors ça, c'est des choses aussi qui pourraient être intéressantes à signaler, éventuellement, si vous faites un livre là-dessus. La radio, c'est bien de soulever, a joué un rôle fondamental, en éducation. Là. Bon, aujourd'hui, on peut dire médias sociaux, si on élargit les plateformes, là, est-ce que le rôle éducatif est toujours là? Mais dans ces époques-là, et même les débuts de la télévision, jusque dans les années 60, là, c'était des médias de masse. Avec des missions le cours de Lise Payette, je l'ai suivi avec mon fils. C'était notre premier cours, c'est informatique. Lui, il fait sa vie là-dedans maintenant. Je comprends pas tout ce qu'il fait, mais c'est comme ça que j'ai commencé.
Je ne sais pas combien de mémoires j'ai vues dans les archives de l'ICA dans les années 50-60 sur le rôle éducatif de Radio-Canada, le rôle éducatif de Télé-Québec, le Radio-Québec, le rôle éducatif des radios, etc., etc. Il y a eu comme jusqu'au début de l'apparition des ordinateurs, jusqu'au début 70, après l'ICA a fait des mémoires sur la télématique, sur l'informatique. Mais pendant une trentaine d'années, là, les mémoires faits sur ces sujets-là, le rôle éducatif. La question reste pertinente de nos jours, la dimension éducative des médias avec les médias d'aujourd'hui. Oui. Bonjour. Oui, excusez-moi. Suzanne Barrière, je suis directrice du Centre de l'éducation des adultes, Commission scolaire des Patriotes. J'adore ce qui est devenu l'éducation des adultes dans nos centres actuellement, tout ce qui se fait dans les classes. C'est tellement différent de ce que j'ai connu en 1976. Alors, j'aime beaucoup ça, mais je vais vous parler de l'éducation des adultes, l'éducation populaire que j'ai connue avant les années 80, donc dans les années 76. Ce qui était assez extraordinaire, j'étais enseignante à l'époque. J'étais tout petite, très jeune. Mais ce qui était assez extraordinaire, c'est qu'on partait, il faut s'en rappeler, on partait à l'époque des besoins des clientèles dans les différents organismes. Chose qu'aujourd'hui, on cherche à comment trouver les besoins des élèves. On leur offre des cours et on cherche à se rapprocher de leurs besoins. Mais à cette époque-là, on partait des besoins. On créait des ateliers pour répondre à ces besoins-là. Et il y avait l'évaluation. Hein? On avait des plans de cours. On faisait de l'auto-évaluation et de la co-évaluation. Alors, chose aussi qu'on essaie de se réapproprier aujourd'hui. Pas les élèves, à l'époque, c'était les participants, en ressortaient avec grandi au niveau culturel, social, politique, et on travaillait vraiment en collaboration avec les organismes. Alors, je souhaite vraiment qu'on puisse retrouver ce qu'on a vécu à cette époque-là, et tout en continuant tout le travail qu'on fait actuellement dans nos centres, évidemment. Voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Vincent Ouellet de Trois-Maisons, donc je suis enseignant à l'éducation des adultes à Papineauville. Moi, j'ai pas connu le rapport parent puis des grands chantiers, mais j'ai connu un grand plaidoyer sur l'éducation, l'accessibilité à l'éducation puis la place de l'éducation dans la société en 2012, où j'ai participé activement à la grève et où est-ce que je peux dire que l'éducation populaire, l'éducation citoyenne et les enjeux liés à l'éducation au Québec faisaient partie intégrante des revendications des élèves à l'époque, qui étaient comme la jeunesse à ce moment-là. Fait que c'était très intéressant. Mais moi, en fait, je sais que tu avais parlé de ne pas poser de questions, parce que j'ai quand même une petite question. C'est que moi, je connais des enseignants qui ont fait un baccalauréat dans un domaine spécifique et qui sont allés chercher un certificat en enseignement d'1 an qui leur permettait d'aller enseigner, mais j'ai pas connu ça, évidemment, parce que ça fait des années que ça a été coupé. Mais je pense que cette année-là, lorsque ça a été coupé, et je sais pas pourquoi, dans le fond, je pense qu'il y a une rupture avec la vision qu'on avait de l'enseignant, du maître, de la pédagogie, etc., et où on a mis plus l'accent sur la pédagogie que sur le contenu. Et moi, j'ai vécu un bac en enseignement, et quand on dit qu'aujourd'hui, quand on veut changer de métier, puis on est dans des métiers changeants, on doit aller faire un bac de 4 ans en enseignement. Mais je pense que ce moment-là, ça a dû être marquant sur, pas nécessairement, je ne veux pas dire la qualité, mais du moins le bassin de personnes qui pourraient faire ce pont-là. Donc, je pense que ça a été marquant probablement dans le type de personnes qui se ramassent maintenant à enseigner à l'éducation des adultes comme à d'autres choses. Ouais. C'est intéressant comme question. Je la laisse à la salle, c'est pas mon champ d'expertise, là, mais comment ces changements-là ont peut-être orienté les profils. Pour la première remarque, c'est très intéressant que tu l'amènes. Parce que c'était des adultes à l'époque au cégep université, mais maintenant, ce sont des adultes dans la population active, des étudiants qui ont porté une revendication sociale pour l'éducation, très largement. Puis, c'est de l'histoire relativement récente, mais pour te prendre en exemple, vous êtes,
tu es maintenant dans le monde de l'éducation des adultes portant ce projet-là. Donc, cette histoire-là façonne. Et tu as raison de dire, il y a eu beaucoup d'éducation populaire au sein du mouvement étudiant. Oui. Puis c'est pas pour rien que c'est devenu de masse, puis c'est devenu à grandeur du Québec, puis toutes sortes de facultés aussi embarquaient, médecine, on était étonné de voir qui se joignait au mouvement. Donc, ça veut dire qu'il y a eu à l'intérieur du mouvement de l'éducation, de sensibilisation qui a été fait, mais qui avait probablement le ciment de convictions communes puis de visions communes autour de l'éducation. Et là, maintenant, vous êtes dans la société active, population active. Ouais. Puis je terminerais juste en disant qu'au niveau des régions, ça serait intéressant de regarder aussi les centres des régions parce qu'il y a eu un rapport, si on prend acte du passé, qui s'appelle Big School, Small School, qui était en fait un rapport sur la différence entre une petite école puis le service que tu peux retrouver dans une petite école versus dans une grosse école. Puis je serais intéressé de voir justement comment dans les régions, quand on est 15 par classe, puis qu'on a beaucoup de temps, puis que c'est un petit centre, puis qu'il y a une cohésion, j'aimerais voir les indicateurs de performance par rapport à une école où il y a 35 personnes par classe, puis il y a 1200 personnes dans l'école. Et même la survie, là, il y a quelques années, en vacances, je suis allé à Natashquan, puis jamais j'ai réfléchi à le défi du droit à l'éducation, jeune et adulte, quand tu es à Natashquan. Matériellement, le personnel, les enfants, les gens, il n'y a pas tant que ça. Je ne sais pas comment ils font, ça doit être un défi. Pour la deuxième question, je la laisse à la salle. Là. On aurait peut-être un 5-10 minutes. Après, on va rentrer plus directement dans nos travaux de regarder l'avenir et commencer à l'imaginer. Bonjour, Pierre Campeau. Moi, j'ai le goût de vous partager une partie de ma propre histoire, l'éducation des adultes. J'y suis arrivé en 86, au moment où l'éducation des adultes, on formait par exemple des secrétaires qui voulaient se perfectionner pour avancer dans leur métier ou des gens qui retournaient aux études. L'accès aux études, à l'éducation des adultes dans les centres de formation générale, parce que là, il y avait des subventions ministérielles du ministère de l'Emploi. Et là, il y a eu un afflux d'enseignants parce qu'il y avait un afflux d'élèves. Moi, je suis arrivé en 86, mais en 95, il y a eu les États généraux d'éducation. Puis dans ma classe, j'enseignais mathématiques à ce moment-là, à l'éducation des adultes. J'ai demandé à mes élèves, ça serait quoi si on avait à changer le système d'éducation des adultes, qu'est-ce qu'on ferait? La première réaction, ça a été, ça va prendre des cours de français puis de maths, puis peut-être d'anglais, peut-être d'informatique. Là, je disais, oui, ça se peut, mais si on jetait à terre l'école, si on jetait à terre le système d'éducation, un peu comme une maison, on peut juste se repeinturer, mais si on décidait on a le droit de défaire les murs puis changer en fonction de nos besoins actuels. Et là, ça a été autre chose. Ça a été à peu près ce qui a été proposé dans la réforme présente de l'éducation. Puis ce qui m'a le plus impressionné, qui est différent un petit peu, c'est que les étudiants adultes ont dit la seule chose qu'on aimerait vraiment changer, c'est qu'on soit plus perçus comme des élèves, comme des enfants, mais comme des adultes. Puis après ça, je suis un peu plus tard, en 2005, 4-5, j'ai participé avec une équipe d'à peu près 60 personnes qui venaient de toutes les régions du Québec, majoritairement des enseignants, à la réforme de l'éducation des adultes. Ce qui a donné ce qu'on appelle aujourd'hui la réforme de l'éducation avec l'approche par compétences, que beaucoup décrivent encore présentement. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a répertorié à travers l'ensemble du Québec c'est quoi que les adultes ont le plus besoin dans leur vie. Puis on est arrivé, comme monsieur tantôt a dit, aux 4 rôles sociaux d'un citoyen. Et là, on a décidé, les gens qui travaillaient sur la réforme, parce qu'on partait, on a jeté les murs à terre, on a dit on doit faire ce qu'on veut, on a décidé de faire en sorte qu'il n'y avait plus de français, plus de maths, plus d'anglais, il n'y avait que des situations de vie d'adultes pour lesquelles il fallait s'organiser pour les régler. On appelle ça une approche où est-ce qu'on a une problématique, puis il faut régler notre problématique. Ça peut être un compte à payer, ça peut être un CV envoyé. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Et à ce moment-là, s'il faut écrire un CV, il faut savoir l'écrire comme il faut. Puis si on a à discuter avec quelqu'un parce qu'on a un problème au niveau d'un compte à régler au téléphone, il faut savoir le dire comme il faut. Donc, il faut peut-être aussi savoir calculer comme
Ça prend des mathématiques, mais des mathématiques appliquées. Et là, on a commencé l'implantation de ça en 2005-06. J'ai travaillé à l'implantation à travers tout le Québec. Puis là, ça a été la réaction des enseignants qui avaient l'impression de perdre leurs compétences parce que c'est pas ça qu'ils avaient appris. Ils avaient appris à enseigner français-maths avec des exercices puis des situations un petit plus ou moins contextualisées. Mais là, ça changeait leur métier, puis ils ont eu peur, puis on a backé. Et les gens qui étaient avec moi dans la réforme au ministère, on a backé. On a dit, c'est trop un gros changement, les gens vont paniquer, puis on va retourner. Puis là, c'est là, comme disait monsieur, les rôles sociaux sont restés, mais on les utilise à peu près pas. Un peu, dans une approche où est-ce qu'on arrive avec une mise en situation. Et c'est dommage. Puis même nos élèves l'ont un peu rejeté parce que c'est l'urgence de dire, je veux finir mon secondaire, je veux aller travailler au plus vite. Puis moi, mes élèves, pour la majorité, ils finissaient pas leurs études. Ils retombaient dans la rue ou dans le marché du travail avec très peu de qualifications. C'est pour ça que j'ai abouti dans ce qu'on appelle les ISP, intégration socio-professionnelle, parce que la majorité de la clientèle adulte, c'est à ce niveau-là qu'elle se retrouve. Elle se trouve au niveau de se retrouver une job n'ayant pas terminé ses études. Alors, c'est un petit bout d'histoire que je voulais vous raconter. Je pourrais vous en raconter d'autres, mais je pense que... ça glisse bien vers... Je vais prendre une dernière question. Ça glisse bien vers la prochaine heure. Là. À partir sur quoi on s'appuie pour construire l'avenir? Parce que ça, c'est le contexte récent. Oui. Des réformes avec la bonne intention, puis la mise en place, la mécanique, les préparations, etc. Ça, il y a un univers, là, on est là-dedans. Mais garder cette trame-là plus récente. Je rajouterais juste une petite chose, c'est que j'ai travaillé aussi une quinzaine d'années à l'UQAM en formation des maîtres. Puis je me suis rendu compte que l'élève qui est formé à enseigner aux maîtres, c'est-à-dire aux élèves plutôt, bien, quand il arrive à sa période de stage, il retombe dans l'ancienne façon d'enseigner. Parce qu'il est avec des gens qui fonctionnent comme avant, comme il y a 50 ans même. Et ça change tranquillement, mais l'approche par compétence, c'est-à-dire l'approche réelle en situation, c'est quelque chose qu'on a à apprendre puis à développer, mais c'est gagnant à moyen et long terme. Merci. Puis j'ajouterais cette parenthèse, hein, les cours d'andragogie dans les bacs en éducation ou la formation d'andragogue, une profession peut-être en voie de disparition. Là. À un moment donné, s'il n'y a plus de programme universitaire, s'il n'y a plus de spécialistes universitaires par attrition, départ à la retraite, le mot andragogue sera sur une diapositive de l'ICA sur l'histoire de l'éducation des adultes. Dernière intervention, puis après on va rentrer dans les débats pour l'après-midi. Oui, bonjour. Mon nom est Selma Cuidré. Je suis du Réseau d'action des femmes handicapées du Canada. Je ne suis pas vraiment dans l'éducation populaire où c'est quelque chose de pas très nouveau, mais ça nous intéresse énormément. Mon intervention, c'est surtout peut-être que j'aimerais que ce soit un questionnement qu'on va mener pendant toute la journée et même demain si on va parler de l'avenir, mais c'est aussi par rapport à toute la rétrospective qu'on a regardée qui est très intéressante parce que nous, en fait, dans le mouvement des personnes handicapées, l'éducation populaire est un moyen qui est très intéressant que le mouvement a utilisé aussi pour aboutir, en fait, pour acquérir une certaine éducation citoyenne à des personnes handicapées. Donc moi, je ne l'ai pas vu dans la rétrospective d'une certaine façon, de voir est-ce que ces personnes-là ont fait partie d'un mouvement d'une certaine façon pour promouvoir cette éducation populaire. Est-ce qu'elles ont été comptées aussi dans l'évolution ou dans la mise en œuvre de programmes d'éducation populaire? Ça nous intéresserait énormément de voir, vu qu'on sait que souvent, c'est des clientèles qui sont exclues, que ce soit dans les années 70, quand on a commencé des révolutions, c'est des personnes qui ont été oubliées. Quand on a commencé à construire la société du Québec, c'est des personnes qui ont été oubliées. Est-ce que ça se poursuit d'une certaine façon avec tout ce qu'on regarde dans le virage numérique et ainsi de suite? C'est encore une éducation qui n'est pas très accessible. J'entends parler d'éducation inclusive. J'aimerais comprendre ce que c'est que l'éducation inclusive parce que l'inclusion, pour nous, c'est totalement différent de certaines, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est un panier, on met pas mal de choses dedans. L'accessibilité aussi, pour nous, c'est totalement différent. On aimerait bien le comprendre.
Donc, ça serait peut-être une trame intéressante à utiliser pour les discussions et pour voir qu'est-ce qu'on fait exactement pour que ce mouvement soit réellement inclusif et que ce soit pour toutes les personnes, en fait, les clientèles qui sont diverses ici au Québec. D'autant plus que, sous l'angle de l'histoire, la demande d'accès physique aux écoles des personnes handicapées, et maintenant on parle d'éducation inclusive, mais au tout début, le mouvement pour l'éducation inclusive, c'était pour les personnes handicapées. Oui. Si vous faites des recherches éducation inclusive puis vous regardez les textes plus anciens, c'est le mouvement des personnes handicapées qui a amené cette question-là d'accès matériel, pas l'accès juste j'ai mes préalables ou j'ai de l'argent, mais aussi l'accès matériel au lieu d'éducation. Ce mouvement-là, le mouvement plus général de l'éducation des adultes a une dette à l'égard du mouvement des personnes handicapées qui a travaillé matériellement la question du droit à l'éducation. Tout à fait. Et pas juste conceptuellement. Ben, c'est bon de les voir aussi dans la rétrospective. Ça serait intéressant aussi. Ben, je vous remercie. Juste peut-être une remarque. Les cours d'intégration sociale, où on était, nous, à Québec, venaient en cause pour les personnes qui avaient... Vous savez qu'il y a des programmes qui existent qui s'appellent l'intégration sociale, qui vont devenir participation sociale. C'est un cours qui est en danger parce qu'effectivement, c'était pour une clientèle qui avait certains handicaps, des points importants, moyens, etc. Il y a eu une offensive pour remettre en cause ces choses-là, la commission scolaire. Mais il y avait des gens, effectivement, il y avait la possibilité de venir dans les centres d'éducation des adultes. Je pense que c'est vrai, là, mais en même temps, il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là, mais c'est un combat perpétuel contre les commissions scolaires. D'ailleurs, vous savez qu'il y a une poursuite par le capital de 600 000 $ pour un jeune autiste qui vous allez suivre ça éventuellement. Et c'est sûr que c'est un combat perpétuel. Il y a des choses qui existent quand même. Mais il s'agit de ne pas les laisser tomber. Puis ça venait, les gens qui se sont battus, c'est les parents. Les parents de ces gens-là, les jeunes adultes, ont dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Vous pensez qu'ils apprennent rien. C'est ça l'enjeu, là. Vous faites du passionnel. Regardons donc, il y a des gens qui apprenaient des choses, il y a des gens qui étaient capables de s'exprimer mieux, d'exprimer, je ne sais pas, la joie ou whatever. Au retour du dîner, on va passer à ce bout-là, si on veut tout le temps, mais on a toute l'après-midi puis demain pour commencer à travailler. Qu'est-ce qu'on porte comme projet? Qu'est-ce qu'on voit venir puis qu'est-ce qu'on porte comme projet? Bonjour, Paula Duguay. Une expression que j'aime bien, c'est l'éducation des adultes est née dans la pénombre des cours du soir. C'est un peu ça. Et je m'en voudrais de ne pas signaler dans les grands pans de l'histoire le travail qui a été fait par les syndicats. Entre autres, pour changer les négociations, changer les conventions collectives, travailler au niveau des enseignants. Je vais faire un peu de pouce sur le monsieur qui vient de parler pour dire que les enseignants se sont battus, en 88 particulièrement, pour les conditions d'exercice et les conditions d'emploi. Donc, c'est des enseignants qui sont montés au front, justement pour changer les choses à l'intérieur des centres d'éducation des adultes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu vraiment ce qu'on appelle un passage du taux horaire à contrat temps partiel, contrat temps plein. Et puis ici, je voudrais aussi mentionner que quand on parlait des enseignantes à taux horaire, à ce moment-là, j'y étais en 88, et il y avait 93% des personnels qui étaient à taux horaire et dont la grosse majorité, c'était les femmes. Alors, je voulais le signaler, ça. Il y a eu ces batailles-là. Tout n'est jamais fini, mais il y a eu des revendications, il y a eu des gains extrêmement importants qui ont été faits par la CSQ à ce moment-là. Alors, je pense que c'est un pan d'histoire qu'il ne faut pas occulter. Puis Merci. le bout, j'ai pas tout détaillé, là, mais les cours du soir, imaginez, là, fin du 19e siècle, il y a cette énorme opération de recyclage de la main-d'œuvre où des agriculteurs partaient des campagnes et venaient en ville dans les manufactures. L'origine de la demande de cours du soir vient en particulier des syndicats. Être analphabète dans le 8e rang du fond du bois, ça pouvait se vivre. Être analphabète devant une machine qui avait une manette, c'était une autre question. Et le mouvement syndical est entre autres derrière cette revendication-là de cours du soir à la fin du 19e siècle. Et puis là, il y a plusieurs trames, là.
les cours d'éducation à la santé et à la salubrité. Les bains publics à Montréal apparaissaient parce que tous ces gens-là qui venaient des campagnes dans des appartements où il y avait pas de toilettes, il y avait des toilettes mais pas de bains, etc. Il y a eu des campagnes de salubrité et celles des cours du soir. Je te laisse le mot de la fin pour cette section-là, Claudie. OK. Alors, Claudie Solar, je voulais un peu comme remplir l'image là, des agriculteurs qui viennent à Montréal. J'aimerais soulever l'image plutôt que la formation des adultes en cours du soir. C'était aussi la prérogative d'une certaine élite qui voulait avoir, moi je suis plus spécialisée sur les femmes, qui voulaient avoir des bonnes servantes. Hein, des gens. Donc, l'éducation a été orientée versus les ouvriers et les ouvrières pour être des personnes dociles et cultivées dans la façon dont elles faisaient les choses. Donc, c'était moins glorieux que ce qu'on semble nous dire. Je voulais dire, entre autres, pour appuyer sur ce que vient de dire Paola, que moi, j'ai commencé ma carrière en 1975 au service d'extension de l'enseignement de l'Université de Montréal. À l'époque, un an plus tard, c'est devenu non, c'était le service d'éducation des adultes. On est devenu faculté d'éducation des adultes, faculté d'éducation permanente. Franchement, c'est vieux. Hein? Et à l'époque, une des choses qui m'a amenée à vraiment me spécialiser du côté plus femme que homme, c'était le fait que à la faculté d'éducation permanente, quand on regardait l'ensemble des programmes qui étaient offerts aux adultes, c'était 80% à peu près, le 3/4 en tout cas facile, c'était des femmes. Et il y a une dame qui est intervenue tantôt pour dire aussi en éducation des adultes, quand on avait avec Gaston Pinault orchestré une conférence sur les formateurs et formatrices d'adultes en milieu scolaire en 1979-80, c'était la même chose. Quand on regardait les statistiques, qui avait été là, il y avait, je n'étais pas très familière à ce moment-là avec le langage statistique, mais on parlait d'une surreprésentation des femmes comme enseignantes, donc à statut précaire, avec faible salaire, etc. Donc c'est juste pour nourrir ces éléments-là. Tu as raison de soulever, il n'y a pas juste des côtés glorieux à l'éducation des adultes, parce qu'on pourrait dire que l'évangélisation des Premières Nations, c'est le degré 1, le premier acte d'éducation des adultes par les Européens ici, et c'est pas noble. Donc, c'est intéressant aussi de soulever ça. L'histoire de l'éducation des adultes, elle n'est pas tout le temps et juste noble. L'exemple que tu donnes, puis penser à l'évangélisation au 17e siècle. C'était des adultes qui éduquaient des adultes. Placez-vous dans le contexte.